Dans cette vidéo, nous allons construire la transformée de Fourier des fonctions de L2. Prenons donc une fonction f dans L2. Je vous rappelle que l'espace de Schwartz, S, est dense dans L2. Je vais d'ailleurs le représenter plutôt comme ça. Ça veut dire que chaque fois que je prends une fonction f de L2, je peux trouver des éléments de S aussi proches que je veux de L2. Ou dit autrement, je peux construire une suite Fn d'éléments de S qui va converger vers F. Et converger dans L2. Alors, je rappelle que converger dans L2, ça veut dire que Fn moins F, en norme L2, va tendre vers 0, lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, ce qui se passe, c'est que je peux construire la transformée de Fourier des éléments Fn, puisqu'ils sont dans l'espace de Schwartz. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente comment faire. Donc, chaque fois que je prends un élément Fn dans S, je peux construire Fn, sa transformée de Fourier. Et Ffn, c'est bien une suite d'éléments de S, puisque je rappelle que F est un automorphisme pour l'espace de Schwartz. Alors regardez ce qui se passe. Donc je représente à nouveau les choses comme ça, c'est plus clair. Regardez ce qui se passe. Si je regarde la norme L2 de FFP moins FFQ, où FP et FQ sont deux éléments de ma suite Fn, enfin de termes de ma suite Fn, si je regarde la norme L2 de cette différence, eh bien, ça va être la norme L2 de la différence entre Fp et Fq, puisque la transformée de Fourier est non seulement un automorphisme de S, mais même un automorphisme isométrique. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Fn est de Cauchy, eh bien, forcément, dans L2, eh bien, forcément, la suite Fn sera également de Cauchy, en raison de l'égalité qui est là. Bon, eh bien, il se trouve que L2 est complet. Donc, la suite Fn est bien une suite qui est convergente. Et il va en être de même pour la suite Ffn. Donc, ce qui va se produire, c'est que cette suite Ffn va converger dans L2. Alors, si elle converge dans L2, elle va converger donc vers un élément de L2. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler F2F. Voilà, c'est le nom que je lui donne, c'est une définition si vous voulez. Voilà, donc je vais définir une application F2, qui prend un élément de L2, petit f, et qui lui associe donc l'élément que j'ai ainsi construit, de la manière donc, qui est indiquée ici. Donc à ce stade, nous avons construit une application F2 qui prend un élément de L2, F, et qui lui associe cet élément, donc F2F. J'aimerais beaucoup dire que cette application F2, c'est la transformée de Fourier des fonctions de L2. Alors, il y a quand même une petite chose à vérifier, c'est que pour les fonctions qui sont à la fois dans L1 et dans L2, l'application F2, dont j'aimerais bien dire que c'est la transformée de Fourier des éléments de L2, eh bien, elle coïncide avec la transformée de Fourier que j'avais définie dans la section 9.2.1 pour les fonctions de L1. Donc, je prends une fonction petit f qui est à la fois dans L2 et dans L1, et je vais montrer que F2F, c'est FF. Et je rappelle que F2F, donc c'est défini en tant qu'opérateur qui travaille sur L2, et que F, c'est un opérateur qui travaille sur L1. Alors, comment est-ce qu'on fait? On constate d'abord que Fn converge vers F2F dans L2, par définition d'ailleurs de ce qu'est F2F, et que Fn converge vers Ff dans L1. Et alors, quand on a ça, donc on a une convergence dans L2, une convergence dans L1, je peux toujours extraire des sous-suites convergentes simplement. Et si je fais ça, eh bien, je vais avoir la coïncidence de la fonction ff et f2f. Donc ça signifie que pour les fonctions qui sont à la fois dans L1 et dans L2, j'ai coïncidence entre la définition de la transformée de Fourier qu'on avait donnée dans la section 9.2.1, le f, tel qu'on l'avait défini, avec intégrale, exponentielle, etc., et la nouvelle, et la définition que je viens de donner, avec F2, à travers la convergence des transformées de Fourier à partir de l'espace de Schwartz. On dit par densité. Bon. Eh bien, comme j'ai coïncidence entre les deux, ce que j'ai fait, c'est simplement étendre
la définition de f de L1 à L2. Bah oui, puisque finalement pour L1, donc on avait f qui s'appliquait. Pour les éléments de L1 qui sont dans L2, je peux choisir soit f, soit f2, ça me donne le même résultat. Et pour les éléments qui sont dans L2 et qui n'étaient pas dans L1, eh bien maintenant j'ai un moyen de calculer la transformée de Fourier. Et c'est la raison pour laquelle finalement f2, on n'appellera plus f2, on appellera désormais f cette application. Bon. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini f de L2 dans L2 et on dit qu'on a une construction par densité. Je voudrais tout de suite attirer votre attention sur un point important, c'est qu'il n'y a pas de formule qui permette de calculer ff à partir de f pour une fonction f qui est dans L2. Sauf bien sûr si la fonction f était dans L1, puisqu'on a coïncidence, et dans ce cas, il suffit d'appliquer la formule qu'on a vue dans la section 9.2.1. Mais dans les autres cas, je n'ai pas de formule qui me permette de calculer la transformée de Fourier d'un élément de L2. Bon. En revanche, j'ai quand même une proposition, alors qui ne va pas être une formule, hein, mais qui va me permettre de donner une expression par une limite de la transformée de Fourier de f pour f dans L2. Et quelle est cette formule? Enfin, cette formule qui n'en est pas une, justement. Eh bien, c'est 1 sur racine de 2pi et la limite de l'intégrale entre moins n et n de f de x exponentielle moins ixy par rapport à la mesure de Lebesgue. Alors, vous voyez, quand on écrit ça, il est important de bien comprendre ce que ça signifie. Hein. J'écris limite lorsque n tend vers l'infini d'une intégrale. Attention, hein, on parle d'une limite dans L2. Ce que je suis en train de dire, je vais le reformuler de manière un petit peu différente, c'est, vous voyez, l'application qui à y associe l'intégrale entre moins n et n de f de x exponentielle moins ixy lambda dx, hein, cette fonction converge dans L2. Et elle converge vers quoi? Enfin, multipliée par 1 sur racine de 2pi, elle converge vers quoi? Eh bien, elle converge vers la transformée de Fourier de f, élément de L2. Hein, donc, attention, ces égalités, ce sont des limites dans L2. Quand on dit il y a limite égale dans L2, ça veut dire c'est une convergence dans L2. Et la convergence dans L2, ça veut dire que la norme de la différence, L2, tend vers 0. C'est ça que ça veut dire. Alors, démontrons cette proposition. Comment est-ce qu'on fait pour la démontrer? Je vais commencer par choisir, par prendre une fonction phi n qui va être la fonction f de L2 multipliée par la fonction indicatrice de moins n. C'est-à-dire la fonction, comme vous le savez, qui vaut 1 sur l'intervalle moins n et 0 partout ailleurs. Donc essentiellement, j'annule dès que je suis à l'extérieur de mon intervalle moins n. Alors, cette application phi n, vous remarquez qu'elle est bien dans L2, puisque la valeur absolue module, hein, si on était dans C, de phi n est bien plus petit que la valeur absolue de f. Première chose. Donc ça, f, par définition, est dans L2. Donc, je n'ai pas de problème, j'ai bien phi n qui est dans L2. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, phi n est dans L1. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est dans L1? Eh bien, parce que j'ai f qui est dans L2, et la fonction indicatrice, qui est également dans L2. Hein, 1 au carré, c'est 1. Donc, vous voyez bien que la fonction indicatrice de moins n, elle est bien de carré intégrable sur R, elle est bien dans L2. Et le produit de deux fonctions qui sont dans L2, c'est dans L1. Donc, phi n est simultanément dans L2 et dans L1, donc elle est dans l'intersection de L1 et de L2. Alors maintenant, ce que je peux remarquer, c'est que phi n moins f, la norme L2 de phi n moins f, c'est l'intégrale donc sur le complémentaire de moins n de f2, donc c'est quelque chose qui tend vers 0, hein, puisque f est dans L2. Hein, donc l'intégrale entre moins l'infini et moins n et entre n et plus l'infini, donc sur les restes, hein, ça doit tendre vers 0. Et puis, ce que j'ai, c'est que f de phi n moins f de f, hein, dans L2, donc, ça va tendre vers 0. Donc, dit autrement, on va avoir f de phi n qui va tendre vers f de f dans L2, lorsque n tend vers plus l'infini. Oui, mais alors ça veut dire quoi? Regardez la définition de f de phi n. F de phi n, ça n'est rien d'autre que l'application de la formule de la section 9.2.1, puisque phi n est dans L1. Donc, c'est l'intégrale entre moins n et n, hein, simplement, de f de x exponentielle moins ixy, lambda dx, multiplié évidemment par 1 sur racine de 2. Donc, voilà ce que c'est que la transformée de Fourier de phi n. Et par voie de conséquence, eh bien, j'ai donc le résultat, hein, simplement, la convergence vers ff.
Donc, voilà pour cette proposition donc, qui ressemble à une formule, mais attention, ce n'en est pas une, c'est simplement la convergence d'une suite de fonctions vers la transformée de Fourier de f. Alors à partir de cette proposition, je peux en avoir une autre qui va s'exprimer, vous savez, une dérivée, c'est aussi une limite. Hein, et donc, je vais écrire la chose suivante, c'est que quand j'ai une fonction donc, dans L2, je peux aussi dire que la transformée de Fourier de cette fonction, c'est 1 sur racine de 2pi, et la dérivée par rapport à y de l'intégrale sur r de f de x, 1 moins exponentielle moins xy sur x par rapport à l'intégrale de Lebesgue, la variable d'intégration étant x. Alors, comment est-ce qu'on démontre ça? Eh bien, on va encore prendre phi n, hein, qui est f multiplié par la fonction indicatrice de moins n, dont on sait qu'elle est dans L1 et dans L2. Et je vais remarquer tout de suite que le produit scalaire est continu. Alors, ça, c'est Cauchy-Schwarz. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la limite du produit scalaire de la fonction indicatrice de 0y par la transformée de Fourier de phi n, eh bien, ça va être le produit scalaire de la fonction indicatrice de 0y par la limite de f phi n lorsque n tend vers plus l'infini. Mais cette limite, dans L2, c'est exactement f, hein, la transformée de Fourier de f. Donc, ce que je suis en train de dire, du coup, c'est que je vais m'intéresser à cette égalité hein, entre la limite du produit scalaire et ce produit scalaire entre la fonction indicatrice de 0y et la transformée de Fourier de f. Alors, je vais écrire ça de la manière suivante. Du coup, je vais dire, donc, ce qui est à gauche, donc ça va être la limite lorsque n tend vers plus l'infini ben, du produit scalaire. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire des deux fonctions? C'est l'intégrale du conjugué de l'un multiplié par l'autre. Hein. Je vais conjuguer 1, la fonction indicatrice de 0y, donc ce sera 1. Et puis, de l'autre côté, j'ai la transformée de Fourier de f phi. Et ça va être 1 sur racine de 2pi, intégrale entre moins n et n de f de x exponentielle moins ixt, lambda dx. Hein. Puis le lambda dt, hein, c'est celui qui vient du fait qu'on a fait le produit scalaire, encore une fois, entre la fonction indicatrice de 0y et la transformée de Fourier de phi. Donc ça, c'est le membre de gauche. Et puis le membre de droite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pareil, ça va être le produit scalaire, donc l'intégrale sur r de la fonction indicatrice de 0y avec la transformée de Fourier de f, donc l'intégrale sur r de la fonction indicatrice de 0y, c'est l'intégrale entre 0y, de la transformée de Fourier de f simplement. Voilà. Donc voilà pour cette égalité. Et alors, cette égalité, du coup, regardez bien ce qui se passe. Ce que je peux simplement dire, c'est que, alors chaque fois que je prends un y, évidemment dans R+, ou dans R+ étoile d'ailleurs, eh bien, je vais pouvoir permuter mes deux intégrales sur la gauche parce que la fonction qui a xt associe f de x exponentielle moins ixt, quand je l'intègre sur le produit cartésien d'un intervalle borné moins nn par un autre intervalle borné 0y, eh bien j'ai quelque chose qui est parfaitement intégrable. La fonction est continue, je n'ai aucune difficulté pour intégrer ça sur un domaine borné et fermé. Donc, le théorème de Fubini va s'appliquer et va me permettre, du coup, d'intervertir le sens d'intégration. Et en intervertissant le sens d'intégration, vous voyez ce qui se passe. Donc je vais commencer par la deuxième intégrale, celle qui est au centre. Vous voyez, l'intégrale entre 0 et y de f de x exponentielle moins x t lambda dt. Et donc je commence par intégrer par rapport à t, mais bien que f de x est une constante par rapport à t. Donc je peux sortir mon f de x, hein, on est bien d'accord. Donc je sors mon f de x de mon intégrale, et j'obtiens simplement l'intégrale de exponentielle moins xt sur 0y. Bon, alors ça, vous n'aurez aucune difficulté pour trouver une primitive de cette fonction. Vous calculez entre 0 et y, bon, vous trouvez évidemment cette quantité. Dit autrement, vous trouvez 1 moins exponentielle moins xy divisé par x. Alors, on n'est pas encore exactement à la formule qu'on essaie de démontrer, parce que là, vous voyez, je suis entre moins n et je prends la limite lorsque n tend vers l'infini. Oui, alors là, on va évidemment vouloir appliquer un théorème de convergence. Le théorème de convergence dominé va s'appliquer, va fonctionner, puisque vous constatez bien que f est dans L2 et que l'application 1 moins exponentielle moins y sur ix est également dans L2, ce qui signifie donc que le produit est dans L1. Et si le produit est en L1, ben, j'ai donc la possibilité de majorer, hein, de dominer la fonction f de x 1 moins exponentielle moins xy sur x fois la fonction indicatrice de moins nn par cette fonction qui est dans L1.
Et du coup, le théorème de convergence dominée me donne le résultat que je veux avoir, c'est-à-dire le fait que à gauche, c'est l'intégrale sur R de f de x 1 moins exponentielle moins x y sur ix. Et puis à droite, c'était une constante, évidemment, donc ça ne change pas. Ça reste égal donc à l'intégrale entre 0 et y de la transformée de Fourier de f. Bon, il ne me reste plus qu'une chose à faire, c'est à dériver par rapport à y. Donc, à gauche, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement dériver par rapport à y. C'est la quantité qui se trouve à droite de mon égalité dans la proposition. Et puis, à droite de l'égalité, de la dernière égalité en bas à gauche, hein, celle qui est là, eh bien, je dérive une constante, hein, enfin une constante, je dérive l'intégrale entre 0 et y de f, je dérive l'intégrale d'une constante sur l'intervalle 0 et y, autrement dit, j'obtiens exactement f de y. Voilà. Et donc, voilà, ça démontre la proposition que l'on souhaitait établir. Je voudrais tout de suite faire une remarque. La remarque est la suivante, c'est si ma fonction f, en plus d'être dans L2, hein, pour laquelle évidemment cette formule s'applique, elle est aussi dans L1. Alors tout à l'heure on a dit la transformée de Fourier, ça doit être la même chose. Bon, on va le vérifier. Donc je prends f dans L1 et L2, hein, donc dans l'intersection. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans ce cas, je vais pouvoir appliquer les théorèmes de dérivation sous le signe somme, qui va me permettre du coup de permuter mon intégrale et ma dérivée par rapport à y. Alors évidemment, f de x par rapport à y, c'est bien une constante, hein, donc ça traverse également la dérivation, et il me reste à dériver, essentiellement le numérateur, hein, puisque le dénominateur est indépendant d'y, donc il me reste à dériver 1, qui est une constante, moins exponentielle, moins ixy. Donc ça me fait sortir un moins ixy qui est multiplié par moins 1 donne xy, hein, donc voilà ce que j'obtiens. J'obtiens ix exponentielle moins ixy divisé par ix, autrement dit j'obtiens exponentielle moins ixy. En fait, ce que j'obtiens, c'est simplement la formule de la section 9.2.1 qui est la transformée de Fourier de la fonction f qui est dans L1. Voilà. Donc, vous voyez ce qu'on a fait, hein, on est arrivé à construire une transformée de Fourier pour des éléments de L2 qui, étant complètement la transformée de Fourier des éléments de L1, et bien sûr des éléments de l'espace de Schwartz, puisque c'est à partir de là qu'on est parti. Et vous remarquez une chose relativement intéressante, c'est que nous avons, de cette manière-là, obtenu une extension, alors nous n'avons pas de formule, hein, mais nous avons une extension avec quand même des dispositions avec des limites, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'il s'agit d'une construction par densité. Alors, je voudrais terminer par deux questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on peut dire de la norme L2 de la transformée de Fourier de f? Bon, première question qui, évidemment, nous intéresse. Autrement dit, est-ce que c'est une isométrie, hein? C'est ça la question qui va se poser. Alors, ce que je vous propose, c'est de repartir de ce qui se passe à l'intérieur de l'espace de Schwartz. À l'intérieur de l'espace de Schwartz, qui, je vous le rappelle, est dense dans L2, j'ai la norme 2 de Fn qui est égale à la norme 2 de la transformée de Fourier de Fn. Et pourquoi? Simplement, ça, c'est la formule de Plancherel. Bon. Alors maintenant, je peux faire tendre chacun des deux membres lorsque n tend vers plus l'infini. Alors ça tend vers quoi? À gauche, ça va tendre vers la norme de L2 de f, hein, puisque Fn tend vers f dans L2. Et puis à droite, ça va tendre vers la norme 2 de ff, puisque là aussi, Fn tend vers L2, enfin dans L2, vers ff. Bon, du coup, je vais avoir l'égalité entre ces deux quantités. Dit autrement, je vais avoir le théorème de Plancherel qui dit que f est une isométrie de L2. Donc, isométrie, je rappelle que ça veut dire que ça conserve la norme. F de f, norme L2, est égale à la norme L2 de f. C'est ça pour toutes les fonctions f. Et ça conserve également le produit scalaire. Hein, donc si je fais fg ff, enfin ou ff fg, hein, donc le produit scalaire de ces deux transformées de Fourier, c'est égal au produit scalaire de f par g. Et puis, deuxième proposition très intéressante, c'est qu'est-ce qui se passe pour la transformée de Fourier d'une dérivée? Alors, déjà, la première chose, la moindre des choses, hein, c'est que ce soit dérivable. Et donc, je vais demander que f soit à la fois dans L2, bien sûr, mais également dans C1. Je vais demander que ce soit dérivable, et même que la dérivée soit continue. Et puis, je vais demander que cette dérivée soit également dans L2, pour pouvoir calculer sa transformée de Fourier.
Eh bien, la formule est la suivante. Donc, j'ai la transformée de Fourier d'une dérivée. Et qu'est-ce que c'est que la transformée de Fourier d'une dérivée? Eh bien, c'est simplement y donne iy, donc cette fonction-là, multipliée par la transformée de Fourier de f. Dit autrement, la transformée de Fourier de f' en y, c'est iy transformée de Fourier de f en y. Alors, comment on démontre ça? Ben, simplement par densité. On établit la proposition dans S, puis on passe à la limite. Voilà, donc nous avons défini f, qui va donc de L2 dans L2. Et de manière analogue, ce qu'on peut faire, c'est définir f bar qui va de L2 dans L2, de la même manière. Et alors, la question, vous voyez, ce qui va être important, c'est que f bar f de fn, ça va être égal à fn, puisque les fn sont dans l'espace de Schwartz. Et dans l'espace de Schwartz, je vous rappelle qu'on a un automorphisme. F va passer on peut passer de f à f, enfin de fn à sa transformée de Fourier, puis revenir. Bon, donc là, tout se passe bien. Je peux faire f bar f, qui est f moins 1. Bon. Et ce qui va se passer, c'est que j'ai des convergences dans L2, par construction. Donc, par construction, ce que je suis en train de dire, c'est que je vais pouvoir faire converger f bar f fn dans L2 vers f bar f, f, et je vais pouvoir faire converger fn dans L2 vers f. Bon, ben, ce qui va se passer donc, c'est que je vais avoir la possibilité d'avoir également donc, un f-1 dans L2, dit autrement, théorème, la transformée de Fourier f est un automorphisme de L2. Alors, à ce sujet, souvenez-vous de ce que nous avions fait à la fin de la section 9.2.1. Souvenez-vous, donc nous avions pris un f dans L1 et on avait posé la question, est-ce que forcément la transformée de Fourier de ce f est dans L1? Et la réponse, bien sûr, était non. On avait donné comme exemple la transformée de Fourier d'une fonction f qui est vraiment dans L1. Regardez, la fonction indicatrice de moins 1, 1, c'est dans L1, il n'y a pas de sujet. Et on avait trouvé comme transformée de Fourier la fonction racine de 2 sur pi sinus cardinal. Alors, le racine de 2 sur pi n'est pas très gênant. En revanche, le sinus cardinal, il n'est pas dans L1. C'est une fonction, vous savez, ça fait partie des fonctions qui sont semi-convergentes au sens de Riemann et qui ne sont pas convergentes, enfin qui ne sont pas intégrables au sens de Lebesgue. Donc on avait dit, ben voilà, ff, voilà, typiquement, donc f est dans L1 et puis sa transformée de Fourier ne l'est pas. Alors, regardez ce sinus cardinal. Bon, il y a le racine de 2 sur pi, c'est pas très intéressant, mais enfin, le sinus cardinal, quand je l'élève au carré, j'ai quoi? J'ai du sinus carré divisé par x carré. Alors, en 0, j'ai pas de problème, puisque sinus cardinal, vous savez, c'est continu. Enfin, la fonction sinus x sur x peut être prolongée par continuité en 0 sans aucune difficulté, c'est envers 1, aucune difficulté. Bon, pareil au carré. Bon. Donc, en 0, j'ai pas de problème. La question, bien sûr, c'est en plus l'infini. C'est là où on a un problème de convergence de sinus cardinal. Bon, enfin, de son intégrale. Quand j'élève au carré, vous voyez bien que la valeur absolue de sinus x au carré divisé par x carré, ça va être plus petit que 1 sur x carré. Donc, dit autrement, ça veut dire que tout ça, ça va être plus petit que une constante. Autour, voisinage de 0, ça peut le majorer par 1. Et puis en plus l'infini, et en moins l'infini d'ailleurs, vous voyez, ça se comporte mieux que 1 sur x carré qui est connu pour être intégral. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que quand j'élève sinus cardinal au carré, là, j'ai quelque chose qui est dans L2. Mais donc ce qu'on est en train de dire, c'est que la transformée de Fourier de f de la fonction indicatrice de moins 1, 1, n'est pas dans L1, on a vu pourquoi lors de la section 9.2.1, mais c'est quelque chose qui est dans L2. Bon. Alors, maintenant, la question naturelle, c'est qu'en est-il de la transformée de Fourier inverse? Est-ce que je peux faire f bar? Est-ce que je peux faire f-1? Est-ce que ça existe? Alors, on connaît la réponse. La réponse, c'est oui, ça existe, puisqu'on vient d'établir que les éléments de L2, forcément, on pouvait revenir, on pouvait faire f-1. Donc la réponse, c'est oui, et je peux même vous dire qui c'est. f-1 de racine de 2 sur pi sinus cardinal, c'est la fonction indicatrice de moins 1, 1, forcément. Donc la réponse est oui, pas de problème, on a bien la possibilité de revenir vers f. Un point néanmoins, c'est que la transformée de Fourier inverse de racine de 2 sur pi sinus cardinal n'est pas l'intégrale, enfin 1 sur racine de 2 pi, l'intégrale de exponentielle ixy, racine de 2 sur pi, sinus cardinal de x. Et ce pour une très bonne raison, c'est que cette intégrale n'est pas définie.